Alors, allons-y, si vous voulez bien. On a un programme assez chargé. Donc, bienvenue à ce webinaire de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur intitulé Mythes et réalités des personnes étudiantes athlètes, comment les soutenir dans leur réussite. Ce webinaire est réalisé grâce à la grande collaboration de l'Alliance Sport-Études et de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, l'OSME, dont vous voyez là, les représentante autour de la table virtuelle. Je suis Marie-Michel Lemieux, responsable de rédaction et de mobilisation des connaissances à l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur LORES et je serai l'animatrice du webinaire pour aujourd'hui. Donc, avant de vous présenter nos panélistes pour aujourd'hui, permettez-moi de vous donner juste quelques mots sur l'ORES. Donc, l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur a pour mission de soutenir la réussite étudiante sous toutes ses formes. Donc, de rejoindre aussi l'ensemble des personnes étudiantes dans la diversité de leur profil. L'Observatoire se veut un lieu de convergence pour les acteurs et les actrices, à la fois du milieu collégial et de l'université. Je vous imagine bien sûr impatient et impatiente d'entendre nos panélistes, mais voici quelques informations techniques avant de leur laisser toute la place. Donc, pour pouvoir poser des questions avec Geneviève, Sophie, Jacinthe ou Marianne à la toute fin, nous vous invitons à utiliser l'outil Q&R, donc questions et réponses qui se situe au bas de votre écran. Vous pouvez utiliser le clavardage pour échanger là, avec les personnes participantes, mais on vous invite là, à utiliser le Q&R pour les questions destinées aux panélistes. L'enregistrement sera déposé sur le site web de l'ORES dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, vous pourrez y retrouver l'entièreté de la discussion que nous aurons aujourd'hui. Vous recevrez un courriel à cet effet là, lorsque ce sera disponible. Nous sommes en mode webinaire, donc il est normal là, que vos caméras et vos micros soient désactivés. Donc, maintenant, nos panélistes. Quatre personnes invitées aujourd'hui autour de la table échangeront avec vous sur la situation particulière des personnes étudiantes, athlètes et comment elles cheminent à travers leur réussite. Saviez-vous qu'on compte au plus de 18 000 personnes étudiantes athlètes en enseignement supérieur au Québec? Alors, ces personnes représentent une équipe de leur établissement ou en dehors de celle-ci. Ce sont des jeunes adultes qui doivent conjuguer les défis de leur vie étudiante à ceux de leur vie d'adulte. Et tout ça s'ajoute bien sûr aux objectifs qu'ils se donnent pour leur propre réussite étudiante. C'est à travers 11 mythes qui persistent autour des réalités vécues par ces personnes étudiantes que nos panélistes discuteront au regard soit de la conciliation sport-études, de la persévérance dans les études, de la santé mentale. Et bien sûr, les propos seront appuyés par le vécu de Marianne à la fin du webinaire. Avant que j'oublie, nous souhaitons aussi remercier Samuel Bélanger-Marceau, qui est collègue de Jacinthe et Geneviève, qui a grandement collaboré là, à la préparation de ce webinaire. Donc, Samuel, qui est conseiller en développement global de la personne étudiante à l'Alliance par études. Donc, les voici, les voilà. Je commence par Geneviève Saumur. Donc, Geneviève est conseillère à la conciliation sport-études à l'Alliance, pardon. Sport-études. Elle est une Olympienne en natation qui baigne depuis sa retraite sportive dans l'encadrement des athlètes de haut niveau du Québec et du Canada. Depuis son baccalauréat en kinésiologie, elle tente de personnaliser les services offerts aux athlètes dans le réseau de partenaires et elle aspire à faciliter la conciliation sport-études. Depuis maintenant 7 ans, elle occupe le poste de conseillère à la conciliation à l'Alliance et travaille étroitement avec les fédérations sportives, les universités du Québec et les partenaires sportifs. Merci d'être là, Geneviève. Jacinthe Saint-Amour, donc conseillère pédagogique, encore une fois à l'Alliance par études. Elle gravite autour de la persévérance scolaire dans les différents milieux depuis une quinzaine d'années. Elle s'est jointe à l'Alliance par études il y a un peu plus de 5 ans à titre de conseillère pédagogique. Elle travaille donc étroitement avec les collègues membres qui accueillent les étudiants et les étudiantes athlètes. Ces dossiers incluent le soutien des cours à distance et la transition secondaire cégep. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Jacinthe. Sophie Labossière, donc docteur en psychoéducation, étudiante co-responsable de l'Axe sur les athlètes de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, l'OSME. Sophie est psychoéducatrice et chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche en sécurité et intégrité en milieu sportif. Elle s'intéresse à comprendre et prévenir les difficultés de santé mentale et la violence en contexte sportif chez les personnes étudiantes athlètes au secondaire, au collégial et à l'université. Et elle réalise également des suivis psychosociaux auprès d'athlètes afin de les aider dans les défis qu'ils et qu'elles peuvent rencontrer. Récemment, elle a co-créé les ateliers Clés en main, Portez-vous bien, visant à favoriser le bien-être psychologique des athlètes des milieux postsecondaires québécois. Bienvenue et merci d'être là, Sophie.
Et enfin, Marianne Côté-Massala, qui est une surprise pour la plupart d'entre vous, possiblement, lorsque vous êtes inscrits. Nous n'avions pas encore la chance d'avoir Marianne autour de la table. Donc, Marianne est une athlète d'aviron depuis maintenant 8 ans et elle représente l'équipe du Québec depuis 4 ans. Elle étudie en sciences humaines au Cégep de Granby et elle s'intéresse à la politique et aux relations internationales. Son rêve est d'aider les gens, que ce soit chez les jeunes qu'elle entraîne durant l'été ou les élèves d'école primaire qui participent à des programmes de sport. Elle cherche à faire donc une différence dans son milieu par ses apprentissages en tant qu'athlète et entraîneuse. Un grand merci, Marianne, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je laisse maintenant tout le plancher à ces panélistes qui vous entretiendront pour la prochaine heure. Merci Marie-Michel, quelle belle introduction. Super, ça a été déjà bien lancé. Et puis, ben, je voudrais prendre une minute pour remercier tous les participants qui se connectent avec nous aujourd'hui. Je suis bien heureuse de voir que la situation des étudiants athlètes et étudiantes athlètes en mobilise plus d'un. Donc, c'est un sujet qui euh, vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre davantage. Donc, espérons qu'aujourd'hui, on sera à la hauteur de vos attentes et de vos désirs d'apprentissage. Ben oui, donc c'est ça, on va vous présenter un petit peu plus la réalité des étudiants et étudiantes athlètes en études supérieures et puis ben espérons que vous en saurez davantage et que vous serez plus en mesure de les soutenir et les accompagner dans l'encadrement de ceux-ci là, dans votre milieu professionnel. Donc, on se lance. Ben, effectivement, comme je viens de le dire, ce sera de faire l'état. On va vous présenter, comme Marie-Michel l'a dit, 11 mythes et réalités. On aura peut-être quelques questions à vous partager, donc vous serez sur le bout de votre chaise tout au long de ce webinaire. Et puis ensuite, ben, on aura l'occasion d'en entendre un petit peu plus sur le parcours à Marianne et idéalement, ben, répondre à vos questions là, si c'est pas, si ça sera pas déjà fait. J'en profite pour souligner sur cette belle image, ça c'est nos 4 capitaines, les ambassadeurs de l'Alliance par études. C'est un projet qui a été démarré à l'automne dernier et puis on est bien fiers de ce projet. C'est des ambassadeurs en or et on est super choyés d'avoir Marianne avec nous qui, vous l'aurez reconnu, est au milieu de cette image. Et j'aimerais souligner que l'ensemble des photos qui seront partagées dans notre présentation, c'est de nos vrais étudiants athlètes en chair et en os. Donc, c'est pas des photos Google ou AI, c'est vraiment notre clientèle. Donc, on voulait se permettre de les mettre en valeur dans notre présentation. Je vous présente maintenant notre mission. Ça fait déjà bientôt 40 ans que nous existons, donc on soutient la persévérance et la réussite tant scolaire que sportive des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études supérieures. J'aime bien dire qu'on contre le décrochage, autant sportif que scolaire. Donc, idéalement, quelqu'un qui voudrait aspirer à des études contingentées ou à long terme n'aurait pas à lâcher son sport pour pouvoir étudier. Et également, quelqu'un qui veut devenir champion du monde dans sa discipline n'aurait pas à quitter les études pour y parvenir. C'est vraiment ce qu'on aspire à faire de manière quotidienne au travail. Comme je l'ai dit, ça fait bientôt 40 ans que nous existons, donc c'est pas notre premier barbecue. On a plusieurs établissements qui sont membres chez nous. On est rendu à 51 collèges, plus le cégep à distance et 11 universités. Donc, de façon générale, il en reste pas beaucoup à la grandeur du Québec des établissements qui sont pas encore membres chez nous. Euh, on est quand même fiers de ça en sachant que peu importe les athlètes sont situés où à travers la province, ils auront possibilité là, de joindre un établissement qui est au sein de notre communauté et d'obtenir des services de conciliation par études. Parlons-en de cette belle clientèle. C'est plus de 1700 personnes étudiantes athlètes qui fait partie de notre organisation dans 50 fédérations sportives différentes et aussi avec la Ligue de hockey junior major du Québec, junior maritime du Québec maintenant, pardon, ils ont changé l'an dernier. Donc avec à peu près 200 joueurs de hockey là, de haut niveau. Je le précise pour certains, nous c'est vraiment le sport civil, donc c'est des sports individuels, des sports d'équipe, des sports paralympiques, des sports d'été, des sports d'hiver. C'est vraiment une panoplie de réalités différentes auxquelles nous faisons face et nos étudiants athlètes également font face. Donc, il y en a qui sont plus occupés l'hiver, il y en a qui sont plus occupés l'automne et il y en a qui sont pas mal occupés toute l'année. Merci Geneviève pour la présentation de l'Alliance. En fait, faire partie de l'Alliance par études, ça donne droit à des services et avantages. Vous avez une liste en ce moment de ces avantages auxquels ils ont droit.
et les L ont droit. En fait, ces avantages-là, ce sont des ententes que nous avons avec nos cégeps partenaires. Donc, certains de ces services sont dispensés à même les cégeps. Donc, tout ce qui, vous voyez en ce moment, les contacts privilégiés avec une personne répondante, bien, c'est une personne qui collabore à même le cégep qui est là. Donc, elle est nommée par le cégep et c'est notre personne avec qui nos messages passent. Généralement, c'est une aide pédagogique individuelle qui est notre répondante, mais nous avons aussi des coordonnateurs de sport qui sont là aussi, une agente de bureau. Donc, c'est vraiment le cégep qui décide de qui est la meilleure personne placée dans son organisation pour pouvoir rendre ce service à nos étudiants athlètes. Donc, c'est notre porte d'entrée pour avoir accès à toute l'information qui entoure les besoins des étudiants athlètes. La collaboration du personnel enseignant, c'est toujours autant que soit peu, c'est-à-dire que la réussite des étudiants en tête est toujours au cœur de la prise de décision par rapport aux accommodements, par rapport aux remises d'examen. Donc, on essaie toujours de mettre l'étudiant dans une bonne disposition pour qu'il puisse réussir. On ne met pas de guide par rapport à combien de semaines il peut il peut manquer pour ses camps d'entraînement ou ses compétitions. C'est vraiment à voir avec les enseignants la matière, l'étudiant aussi, parce que l'étudiant athlète a aussi ses propres capacités au niveau de ses études. Donc, tout ça, c'est à voir avec le personnel enseignant. L'aménagement d'horaire, ben, ça se fait typiquement en début de session, même avant que les horaires soient fabriqués. On va demander aux étudiants athlètes de remettre leur calendrier sportif pour pouvoir voir au niveau des entraînements qu'est-ce que ça veut dire dans une semaine de s'entraîner et d'aller à l'école pour pouvoir avoir des blocs horaires qui vont être euh, arrêtés dans leur horaire pour pouvoir avoir donc des matinées parfois de libre, des après-midi de libre. Ça va varier là, selon le sport, selon les étudiants et ça varie parfois même au niveau de leur évolution dans le sport. Les possibilités de suivre les cours à distance, généralement, il arrive parfois qu'ils vont combiner des cours en présentiel, des cours à distance. Parfois, ils vont même avoir, on va le voir un peu plus tard, des sessions complètes en commandite pour pouvoir accommoder leur déplacement dans leur sport. Donc, faire partie de l'Alliance, ça leur donne droit à ça. Il y a des suivis individualisés aussi qui se font. On a une belle collaboration avec le Cégep à distance à ce niveau-là. Mais ça fait partie aussi de mes tâches, comme on l'a nommé tantôt, là, de faire un suivi avec eux de façon plus régulière là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'embûches là, au niveau des cours à distance. L'accès à des cours d'éducation physique adaptés, l'offre est variée selon le cégep. C'est vraiment le cégep qui détermine ce qui va être offert aux étudiants athlètes. Donc, ça peut varier un peu d'un cégep à l'autre. On parle autant de moins de cours, d'évaluation plus d'ordre théorique pour s'assurer que les compétences soient passées. Certains cégeps vont même offrir jusqu'à des équivalences pour reconnaître un peu leur expérience en tant qu'athlète qui ont déjà beaucoup d'expérience. Il y en a pour plusieurs qui font ce sport, qui pratiquent un sport de haut niveau depuis, ils ont commencé des fois à 5 ans là, à pratiquer un sport de façon régulière. Donc, pour reconnaître ça, on a droit à des services pour les cours d'éducation physique. Mais cela dit, l'entente, ce n'est pas de dispenser les cours d'éducation physique ni de les créditer. C'est vraiment les cégeps qui vont voir ce qu'ils veulent offrir autre que des cours réguliers. Il y a des cours qui sont spécialement conçus pour les étudiants athlètes aussi. Donc, on a un cours dont on est très fier, qui est en collaboration avec le Cégep de Bécomo, qui est le cours de l'après-carrière de l'athlète, qui peut compter comme un cours complémentaire qui se donne une fois par année, donc aux sessions d'automne. Et c'est essentiellement une démarche d'orientation qui est faite vraiment en individuel avec l'enseignante qui est aussi une conseillère d'orientation, vous l'aurez deviné. Et ça leur donne droit justement d'avoir des services qui sont vraiment personnalisés, c'est une personne qui est conscientisée au parcours des athlètes. Donc, ça peut vraiment leur donner un coup de main à ce niveau-là. L'admissibilité au programme de bourse de la Fondation, on va en parler un peu plus tard, plus en détail. Et le service conseil à l'Alliance, bien, vous avez vu tantôt, Geneviève et moi sommes là, et notre collègue Samuel, qui normalement est là aussi pour pouvoir accompagner dans le volet plus développement global. Et donc, parlons-en de ces bourses. Nous avons une fondation qui est avec l'Alliance par études. On offre deux types de bourses, des bourses régionales. Donc, on a un super beau partenariat avec la Fondation Desjardins qui nous permet d'offrir une bourse de 500 par établissement membre. Donc, on est en, on est en, on est toujours en nombre grandissant au niveau des membres. Donc, Desjardins nous soutient là-dedans, fait qu'on est bien content de son implication. Donc, on remet donc 500 par établissement scolaire. Les bourses sont axées principalement sur la persévérance scolaire. Et les bourses nationales, on a remis à peu près 90 bourses, Geneviève, si je ne m'abuse, l'année passée, des bourses nationales de 2000 Je crois que l'an dernier, c'était 102. On était Et rendu je à crois 102, que OK. cette année, on vise un petit peu plus. Ouais. OK, bon, merci. Alors, puis vous voyez le montant total, en fait, qui a été remis
Et comme je ne suis pas forte en mathématiques, je n'aurais pas fait, je ne me serais pas risquée de faire ça devant vous, là. Le calcul 235 000 veut dire combien de bourses? Tout ça pour dire qu'on a un beau soutien financier qui est là pour nos étudiants athlètes et on est en ce moment en train d'évaluer les candidatures déjà pour cette année. Donc, on devrait avoir une belle mouture cette année aussi. Avant de se lancer dans nos mythes et réalités sur les personnes étudiantes athlètes, je trouvais important, ben on trouvait important de dresser un peu un portrait de la situation actuelle là, sur cette clientèle. D'ailleurs, une grande différence à faire, c'est entre le RSEQ et l'Alliance par études. Donc, c'est deux organismes qui ont des valeurs similaires et même dans nos missions, on parle de réussite. Académique et sportive. Donc, on est souvent mélangé entre les deux. Donc, je vais brièvement essayer de vous les départager. Donc, le RSEQ, c'est le Réseau du sport étudiant du Québec. Puis, j'ai indiqué sa mission là, un peu plus bas. Comme vous verrez, c'est très similaire à ce que nous, on a mentionné en début également. Toutefois, eux, leur vocation, c'est, à part leur projet alternatif, dont de facto et sur la nutrition et autres choses, c'est vraiment d'organiser des compétitions sportives, soit parascolaires ou interscolaires. Donc, eux, ils vont avoir vraiment des ligues, des équipes. Ils ont des critères d'admissibilité pour participer à ces compétitions-là. Tandis qu'à l'Alliance par études, on n'a pas de coach, on n'a pas de terrain, on n'a pas de filet de badminton, on n'a rien de ça, là. On est vraiment une équipe qui donne des services de conciliation par études à travers nos partenaires. Donc, le RSEQ, c'est vraiment par l'école. Et quand les athlètes compétitionnent, le chandail qu'ils portent, c'est vraiment le chandail qui représente l'école. Donc, les aigles du collège antique et ainsi de suite. Tandis que notre clientèle à nous, le chandail qu'ils portent sur le dos quand ils compétitionnent, c'est leur club civil, donc, je sais pas, les Dynamites de Boucherville ou leur équipe du Québec ou équipe du Canada. Donc, ce n'est vraiment pas une équipe sportive scolaire, pardon, ce n'est pas une équipe scolaire. Euh, il arrive à quelques occasions qu'on va avoir, par exemple, un joueur de volleyball ou un joueur de soccer. Le RSEQ, c'est souvent des sports collectifs. Ceux qui nous viennent en tête, c'est football, volleyball, basket, les plus populaires là, qu'on connaît bien. Alors, il arrive qu'un athlète d'un sport collectif va jouer dans l'équipe RSEQ de son cégep ou de son université, mais va également être sur le circuit civil. Donc, par exemple, quelqu'un qui va être dans l'équipe des volleyballs des Carabins va être également dans l'équipe du Québec ou l'équipe du Canada en volleyball. Donc, il va être amené à avoir des absences sportives pour le RSEQ quand il va être avec les Carabins. Donc, il va se déplacer un vendredi à la Sherbrooke pour un championnat universitaire. Mais il va être également demandé d'aller, par exemple, une semaine en Californie en camp d'entraînement au mois de mars qui là ne sera pas dans le cadre de son établissement scolaire. On en a quelques-uns, mais de façon générale, c'est souvent séparé. Et ce qu'on suggère aux athlètes, c'est que s'ils font uniquement le circuit scolaire, donc ils font uniquement représenter leur école quand ils sont en compétition, de ne pas faire partie de l'Alliance par études, puisqu'il y aura un dédoublement de services. Les services qu'on vous a présentés il y a quelques minutes, lorsque, évidemment, les établissements scolaires faut que ça fasse du sens. Leurs athlètes sont tous à l'école, donc ils veulent évidemment qu'ils réussissent à l'école aussi, donc ils vont mettre des structures en place pour qu'ils réussissent au niveau scolaire. De plus, leurs absences vont souvent être déjà justifiées par le coordonnateur des équipes sportives. Parfois, les enseignants sont mis au courant, ou du moins si l'étudiant se présente pour dire je vais manquer mon cours de chimie puisque je m'en vais au championnat provincial avec les aigles du Collège antique, les enseignants pourront facilement valider cette information et justifier l'absence. Et on va se le dire, quand tu es le quarterback de l'équipe de football et que ton prof peut venir te voir jouer sur le terrain, c'est comme difficile après qu'ils sont un peu réfractaires à la conciliation par études. Donc, de façon générale, les athlètes du RSEQ, ils ont une réalité similaire, mais un petit peu plus organisée directement par l'école. Tandis que les athlètes de l'Alliance par études, comme c'est sur le circuit civil, si l'athlète ne le mentionne pas qu'il doit s'absenter ou qu'il y a des engagements sportifs, personne ne va être au courant. Donc, ils ont vraiment plus une charge autonome face à la mise en contexte de leur réalité à ce moment-là. Est-ce que ça clarifie? Est-ce que j'oublie quelque chose, les filles, sur le RSEQ? Non, ça va, c'est bon, parfait. Donc, parlons-en un petit peu plus justement de notre communauté étudiante. À l'Alliance par études, c'est 1550 membres qui sont au Cégep et au RSEQ, c'est près de 13 000 participants.
Tandis qu'au niveau universitaire, de notre côté, on en a un peu moins. Il y a un peu une entonnoir naturelle qui se fait dans le sport. Là, à un certain niveau, ben, il y a moins de disponibilité dans les places pour les équipes et plus le niveau se resserre, plus c'est difficile d'être identifié. Donc, pour nous, il y a une espèce d'entonnoir naturel. Et c'est la même chose au côté universitaire également. On voit une bonne diminution du nombre de participants, mais quand même un très bon volume de près un petit peu moins de 4000 participants. Et je trouve ça important, cette donnée-là, puisque vous, en tant que professionnel ou enseignant ou coordonnateur ou directeur dans le monde scolaire, vous serez probablement face à des étudiants athlètes, puis c'est important de garder en tête cette proportion-là, qu'il y a un plus gros volume qui est avec le RSEQ qu'avec l'Alliance par études. Donc, ceux qui sont avec le RSEQ, comme je l'ai dit, là, des fois, ils sont un petit peu plus encadrés directement avec l'école. Ils ont toutefois une réalité similaire. On a discuté avec la RSEQ avant cette présentation pour confirmer les mythes qu'on allait vous présenter et les données pour valider que c'est vraiment des réalités toutefois similaires. Mais le nombre est beaucoup plus élevé dans les équipes RSEQ qu'à l'Alliance par études. Toutefois, pour les données un petit peu plus sur la réussite scolaire auprès de notre clientèle, euh, on a pu aller retrouver un petit peu des statistiques plus précises pour vous donner de l'information. Je sais qu'il y a un moment, là, tu sais, peut-être dans le temps de lancer compte, là, je sais pas trop, mais il y avait souvent euh, des gens qui s'imaginaient que les athlètes n'étaient pas nécessairement bons à l'école. Tu sais, on a eu toujours le mythe du joueur de hockey qui a de la misère à aller passer ses cours et tout ça. Je vous confirme qu'on n'est plus du tout dans cette réalité-là. Les athlètes sont, de façon générale, assez bons à l'école, ils arrivent à bien concilier et ils arrivent à avancer des fois à un rythme un petit peu plus lent que les autres étudiants athlètes, mais que les autres étudiants, pardon, pas athlètes, mais qui réussissent tout aussi bien. Donc, au RSEQ, les taux de réussite, et je le précise pour ceux qui sont pas au courant, les taux de réussite, ce n'est pas leur moyenne générale, là, c'est vraiment le nombre de cours qu'ils prennent, combien en réussissent-ils, combien en a-t-il en échec. Donc, pour les filles, c'est toujours un petit peu plus fort le côté féminin que le côté masculin. Les filles, on est toujours d'avance à l'école. Donc, pour le RSEQ, c'est 93,5%. Pour les garçons, 85,7%. Donc, on ramène la moyenne à près de 90% là, pour la RSEQ. Et à l'Alliance par études, c'est quand même similaire. Les filles avec 95% de taux de réussite, qui est vraiment excellent. C'est un super beau taux de réussite. Et les garçons à 90%. On a quand même séparé les joueurs de hockey justement parce qu'ils ont travaillé très fort pour remonter cette image-là de joueurs qui priorisaient plus le sport que les études. C'est 88% pour les joueurs de hockey. Puis quand on compare avec le réseau, c'est vraiment des super bonnes statistiques. Nos athlètes ont des meilleurs taux de réussite que la population étudiante en général, du moins ce qu'on retrouve là, dans le rapport qu'on peut obtenir via le SRAM. Ça, c'était pour la clientèle collégiale. Au niveau universitaire, on a vraiment peu d'informations en lien avec les taux de réussite. Au niveau du collège, c'est géré par le ministère, donc il y a comme des rapports qui peuvent être faits pour faire l'état de la situation. À l'université, c'est vraiment au privé, donc c'est chaque établissement a leur propre compilaison de notes, mais qu'on ne peut pas accéder. Donc, on a peu d'informations sur leur réussite. À l'interne, à l'Alliance, ce qu'on a comme information, c'est ceux qui obtiennent des bourses avec nous. Donc, on a accès à leur dossier scolaire, mais les autres, on ne le sait pas. Donc, pour nous, des fois, ça rend la tâche un petit peu plus difficile d'avoir ces informations-là. Je tenais à mentionner que quand les athlètes sont au RSEQ, ils doivent obligatoirement faire 9 crédits pour pouvoir participer au circuit sur le circuit scolaire, effectivement. Ça, c'est-à-dire que c'est, comme vous le savez, à peu près 3 cours par session minimum. Je sais que certaines universités ont un taux minimum différent. Par exemple, l'Université Laval demande 12 crédits obligatoires par session, donc 24 crédits par année pour pouvoir participer. C'est un choix personnel que eux ont fait. Mais pour la Ligue RSEQ, ils demandent un minimum de 3 crédits, de 9 crédits par session. Une des informations qu'on a trouvées dans le rapport annuel du RSEQ, ben, c'est que ils ont un tableau des étoiles académiques
Puis pour les personnes étudiantes qui ont maintenu une moyenne générale de plus de 80%. Et puis sur la statistique qu'on vous a montré tantôt, là, qu'il y avait 3650 athlètes universitaires à RSEQ, ben, il y en a 1351 qui arrivent à obtenir cette distinction. Fait que je vous le disais tantôt, les athlètes, c'est de façon générale de bons étudiants. Évidemment, ils ont leurs propres défis, mais ils réussissent quand même bien à l'école. Et de notre côté, à l'Alliance, ben nous, on n'a pas besoin de nombre de crédits obligatoires. C'est pas un de nos critères d'admissibilité. Donc, l'ensemble des étudiants athlètes qui suivent des cours à l'université et qui répondent à nos critères d'admission, ils pourront utiliser nos services. On a toutefois mis à l'écran la distribution dans les domaines d'études à l'automne 2023. Euh, euh, de façon générale, on a beaucoup de monde en gestion. Génie, on a énormément d'intérêt pour les programmes de génie. Santé, ça revient assez souvent. Le programme de médecine, on s'en fait beaucoup parler. Toutefois, dans la conciliation sport-études, des fois, il y a des défis supplémentaires qui s'ajoutent à ça. Et je vous laisse à l'écran les autres domaines d'études. Pardon, je vais enchaîner après ma collègue Geneviève sur la santé mentale des athlètes. Un peu comme elle a discuté par rapport aux moyennes académiques puis à la réussite scolaire en général, il y a certains mythes reliés à la santé mentale chez les athlètes qui perdurent malheureusement. Je pense que dans l'actualité, vous avez peut-être eu vent là, de plusieurs athlètes qui ont apporté des témoignages sur leur santé mentale assez récemment, dont Michael Phelps, Simon Biles. Donc, de plus en plus, on en parle, on parle que les athlètes peuvent aussi être touchés par des symptômes et troubles de santé mentale, puis que le fait de pratiquer un sport de haut niveau n'est pas une recette miracle là, pour autant sur toutes les problématiques physiques, de santé mentale, etc. Donc, c'est des humains comme nous tous, et on peut être à risque de plusieurs enjeux, dont les difficultés de santé mentale. Dans le contexte sportif, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent entraîner finalement un risque accru de développer des symptômes de troubles de santé mentale dans un parcours, dont la pression de performance qui peut être vécue au sein d'une équipe, que ce soit par la pression qui peut être mise par le biais de l'entraîneur, des coéquipiers, coéquipières, ou même de l'environnement de l'athlète plus personnel, comme les parents, la fratrie, tout ça. On ne se cachera pas qu'il y a une grande conciliation qui est à faire. Donc, il y a des agendas qui sont assez chargés chez les athlètes aussi, ce qui peut permettre moins de temps là, c'est ça, pour avoir une implication sociale, pour décompresser. Je vais en parler un peu plus en détail tantôt, mais c'est un enjeu qui est présent puis qui peut entraîner du stress chez les athlètes. Les blessures aussi, ça peut affecter, là, dans le même sens que les contre-performances, ça peut aussi affecter la santé mentale parce que les athlètes, souvent, ben, il y a une grande identité, une grande part de leur identité qui se réfère à ce rôle, à ce statut d'athlète-là. Donc, quand il y a des contre-performances ou quand c'est plus possible de performer comme avant, ben, il peut y avoir des atteintes à cette estime personnelle-là qui dépend beaucoup du statut d'athlète. Puis là, je dis ça, mais c'est des facteurs de risque qui peuvent s'appliquer pour certains. D'autres, ils vont peut-être être moins touchés par ces enjeux-là, mais de manière générale, c'est des enjeux qu'on voit chez la population athlète. Il y a aussi la violence en contexte sportif qui est présente, qu'on parle peu, mais qui est malheureusement présente. Je pourrais aussi en parler plus en détail tantôt dans les mythes et réalités. Fait que je ne veux pas trop m'avancer puis dévoiler des petits punchs et scoops, mais on va s'en reparler tantôt. Puis finalement, il y a la retraite sportive qui peut être aussi un défi. Parce que comme je vous mentionnais, là, au plan identitaire, quand on s'identifie puis qu'on se valorise beaucoup par les performances, par ce rôle d'athlète qu'on a, ben, au moment d'arrêter cette pratique sportive-là, ben, on peut se chercher, savoir qui on est, comment qu'on peut se valoriser autrement que par le sport. Donc, ça, c'est un petit topo rapide là, des différents facteurs de risque propres aux athlètes. Puis, tout ça, c'est en plus des autres enjeux, des autres facteurs de risque là, qui sont présents chez la population générale. On peut penser aux facteurs de risque plus développementaux, donc le développement identitaire, le fait d'avoir tous les enjeux académiques et scolaires, mais ils font aussi face à ça, ce qui peut aussi affecter leur santé mentale. Chez les athlètes, ce qui est particulier, c'est que on peut revenir, je suis un petit peu, un petit peu en retard. Merci. C'est ça pour ce qui est de la recherche d'aide.
ce qu'on voit, c'est que les athlètes ont un peu moins tendance à consulter, à aller chercher de l'aide pour leur santé mentale que les personnes étudiantes qui ne pratiquent pas de sport compétitif. Les raisons derrière ça, c'est entre autres le tabou qui est encore malheureusement présent dans les équipes par rapport à la santé mentale, la crainte du jugement des autres, la crainte de ne pas être considéré par l'entraîneur pour jouer dans les prochains matchs. Donc, des atteintes que ça pourrait avoir sur leur carrière sportive. Donc, on pourra aussi en parler plus en détail tantôt. Fait qu'on peut, on peut passer, merci. Récemment, il y a eu une étude qui a été menée par la professeure Véronique Boudreau de l'Université de Sherbrooke sur les athlètes en développement. Les athlètes en développement, c'est des athlètes qui sont au collégial ou au universitaire, là, donc des athlètes âgés entre 16 à 25 ans qui sont identifiés relève ou élite par leur fédération. Donc, c'est des athlètes qui performent sur les niveaux provinciaux, nationaux et internationaux. De manière plus globale, là, je pense que c'est des athlètes qui sont un peu davantage associés à l'Alliance sport-études que le RSEQ. Mais c'est des athlètes qui ont des enjeux de performance, qui ont des attentes de performance envers eux, mais qui n'ont pas les ressources des équipes nationales pour les soutenir dans ces entreprises sportives. Fait que l'intérêt, c'était d'étudier leur santé mentale pour voir est-ce que ils ont des grands besoins, puis si oui, comment on peut les accompagner dans ces enjeux-là. On s'est intéressé à regarder la différence entre le collégial et l'universitaire par rapport aux symptômes d'anxiété clinique. Puis ce qu'on voit, c'est qu'au collégial, il y a davantage de personnes étudiantes athlètes qui vivent les symptômes d'anxiété clinique, donc significative, comparativement aux personnes étudiantes universitaires. Donc 22 versus 14. Ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que potentiellement qu'avec le temps, dans un parcours sportif, les personnes étudiantes qui ont des symptômes anxieux, s'ils ne vont pas consulter, il est possible que ça ait des répercussions sur leur pratique sportive, puis peut-être que ça entraîne un retrait de la participation sportive chez ces athlètes, malheureusement. Fait que ici, ce que je voulais souligner avec ces résultats-là, c'est que c'est quand même des proportions importantes là, des étudiants athlètes qui vivent des enjeux de santé mentale. Euh, on voit un peu le même portrait pour les symptômes dépressifs, donc 26 au collégial qui présentaient des symptômes dépressifs cliniques comparativement à 10 à l'université. Puis pour ce qui est du bien-être élevé, on voit que à l'université, il y a un plus grand bien-être, en fait, plus d'étudiants, étudiantes athlètes présentaient un bien-être élevé comparativement au collégial. Il y a peut-être aussi un lien à faire avec la tranche d'âge, au fait qu'on est en apprentissage, en développement de connaissances de soi au collégial comparativement à l'université, que ça se poursuit, mais qu'on est peut-être moins dans le noyau de ces enjeux-là développementaux qui peuvent être vécus. Donc, il y a plusieurs hypothèses à ces résultats, mais c'est à garder en tête que les personnes étudiantes athlètes peuvent vivre des enjeux de santé mentale, puis qu'il y a des besoins au collégial et à l'université, mais que ce qu'on voit, c'est qu'au collégial, il semble avoir des besoins plus présents. On peut. Maintenant, on pourrait passer aux mythes et réalités. Je vais laisser la parole à ma collègue Geneviève. Oui, merci Sophie. Très intéressant les données sur la santé mentale, cet élément si important qui a un impact majeur hein, dans la population régulière, mais d'autant plus avec les étudiants athlètes. Donc, merci pour ça. Fait qu'on serait prêt à se lancer à vous proposer 11 mythes et réalités. Donc, on va se passer le micro dans notre équipe et on fera des réponses multiples, à multiples niveaux en gardant en tête également le volet sur la santé mentale là, dans nos réponses, en espérant vous aider à mieux les comprendre, mais également à vous guider là, comment les soutenir dans tout ça. Donc, premier mythe, la personne étudiante athlète a le plein contrôle sur sa planification sportive et sur ses études. Donc, je vous laisse penser à si c'est vrai ou si c'est faux. De notre côté, c'est un mythe, puisque ben, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte dans les défis de la conciliation sport-études. Et puis, ben, une des choses, c'est que les athlètes, en fait, ont peu de contrôle sur leur horaire,
sportifs, ils arrivent à faire des encadrements avec l'horaire scolaire, mais pour l'horaire sportif, là, dans la plupart des sports, c'est la location des plateaux d'entraînement qui dicte un peu le tempo. Donc, souvent, les centres où est-ce qu'il y a des entraînements, les terrains, les piscines et compagnie, ben, la clientèle payante aura priorité. Et la clientèle payante, ben, c'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent au bain libre ou qui veulent louer leur terrain de tennis ou quoi que ce soit. Donc, les athlètes et les clubs passent souvent en deuxième. Donc, je me rappelle que des athlètes de water polo avaient accès à la piscine seulement à partir de 21 heures le soir, là. Donc, c'est vraiment pas leur choix prioritaire pour les athlètes ni pour les personnes qui font la gestion de plateau. Également, ben, selon le personnel entraîneur, l'entraîneur n'est pas disponible 24 heures sur 24 pour venir aux entraînements au bon vouloir des athlètes. Donc, parfois, c'est selon la disponibilité de cette personne ressource. Je pense à des sports comme le patinage artistique qui se donne souvent sous forme de leçons. Donc, on achète des leçons avec l'entraîneur en privé. On peut faire un entraînement de groupe ou ensemble, mais les leçons avec l'entraîneur sont en privé. Et donc, c'est selon la disponibilité de l'entraîneur pour prendre cette leçon. Et également, ben, parfois, on a des sélections sportives qui sont faites à dernière minute où l'athlète peut, par exemple, je pense en baseball, qui finalement, il a été recruté, fait qu'il va se joindre à l'équipe nationale et là, whoop, il part 10 jours en Caroline du Nord pour un camp d'entraînement. Et c'était pas prévu à son horaire, il y avait des examens pendant ce temps-là, il y avait la fête de sa mère, peu importe, il y a aucun contrôle là-dessus et il doit y participer. J'ajoute à ça parfois les rendez-vous médico-sportifs de suivi ou si on a une blessure en prévention, les rendez-vous en préparation mentale, les rendez-vous en préparation physique. Donc ça, c'est évidemment des gens qui travaillent souvent du 9 à 5 ou dans ce coin-là. Là, tu sais, en physiothérapie, des fois, il y en a quelques fois en soirée, mais les athlètes doivent entrer ces rendez-vous-là à travers leur semaine scolaire et sportive également. Jacinthe, je sais pas si tu veux bonifier avec tout ce qui est l'aspect scolaire. Oui, on va passer rapidement sur l'aspect scolaire puisque c'est votre spécialité. En fait, avec tout ce que Geneviève vient de nommer présentement, imaginez d'essayer d'arrimer ça avec le calendrier scolaire. Donc, on vous apprendra pas ici que selon le programme choisi, selon l'endroit où on est rendu dans notre cheminement, il arrive parfois que toutes ces contraintes-là qui ont été nommées arrivent moins bien à s'arrimer avec les contraintes scolaires. Donc, on parle de s'ils ont un stage à faire, des fois les stages, il y a des contraintes très précises parce que là, on travaille avec un partenaire qui, lui, le partenaire a aussi ses propres exigences, ses propres attentes. Donc, on ne peut pas lui imposer nécessairement une compétition. Il va être parti 3 semaines, ça va prolonger. Peut-être le cégep est d'accord, les partenaires non. Donc, le calendrier scolaire, ben, l'athlète, comme tout étudiant non plus, n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, on rajoute les contraintes que Geneviève a nommées tantôt et ça fait un fichu beau casse-tête parfois, et à la fois pour les collèges, pour les fédés qui essaient des fois d'accommoder le plus possible au niveau des études lorsque les études ne peuvent pas accommoder pour le sport. On voulait aussi prendre le temps de vous mentionner que parfois, euh, en parler avec son entraîneur, ce n'est pas simple pour les étudiants athlètes. Ils vont préférer essayer de tirer un peu la couverte du côté des études pour avoir des accommodements plutôt que de retourner vers son entraîneur pour avoir des accommodements avec le sport. C'est une des interventions qu'on fait régulièrement auprès d'eux, de leur dire, ben des fois, c'est possible aussi que ton cours de chimie se donne juste à ce moment-là. Tu en as besoin pour, c'est parmi les 3 derniers que tu as besoin pour avoir ton diplôme. Il faudrait peut-être retourner vers le sport. C'est toujours de façon hésitante, en fait, qu'ils vont aller vers le sport pour avoir des accommodements de ce côté-là. Sophie? Oui, ben pour faire du pouce sur ce que mes collègues ont dit, c'est ça, ça peut être difficile de concilier les demandes sportives aux demandes scolaires au même moment. On peut penser entre autres aux travaux d'équipe que faut se rencontrer en équipe pour réaliser ce travail-là, mais les athlètes, parfois, ils ont des entraînements en après-midi, ils ont des compétitions le week-end, puis les matins, mais des fois, ils ont d'autres entraînements. Donc, de trouver un moment pour se rencontrer peut être un enjeu. Ça, c'est seulement un exemple parmi tant d'autres sur le plan scolaire. Puis après ça, ben, dans les transports pour se rendre aux compétitions, ben, l'idée d'étudier pour ces examens, peut-être que la concentration est moins là au moment de l'événement sportif aussi. Donc, on voit qu'il y a des enjeux de part et d'autre dans la conciliation, mais c'est possible. Malgré tout, ça peut entraîner du stress chez les personnes étudiantes athlètes. Puis, on voit aussi dans les études que ça peut être associé à une diminution du bien-être et de la satisfaction de vie, malheureusement. Donc, il y a une chance que l'Alliance est là, puis que la RSEQ aussi pour soutenir là, la conciliation sport-études.
Donc, on pourrait passer au prochain mythe. Les personnes étudiantes athlètes excellent dans la communication de leurs besoins et attentes et sont bien organisées. On vous laisse une seconde parce que là, on essaie d'aller un petit peu plus vite là-dessus, mais on va prendre le temps de réfléchir rapidement avant de passer aux réponses. Marianne, sens-toi pas visée, c'est un mythe. Là, c'est comme si on disait des choses qu'on est supposé dire en secret. En fait, les étudiants athlètes sont bons pour bien des choses dans leur parcours. En fait, de bien nommer les besoins, je pense que c'est même pour des adultes, un apprentissage d'une vie. Faut comprendre aussi que les athlètes qui proviennent des sports-études au secondaire, quand ils transitionnent vers le cégep, il y a tout un clash de réalité qui va se passer, en fait, parce que le sport-études secondaire, la réalité est vraiment, je vais utiliser le terme enveloppant, c'est-à-dire qu'ils ont un ou deux groupes. Parfois, les grosses écoles vont avoir 5 groupes, ils vont suivre d'une année à l'autre, ils vont être ensemble, ils vont avoir des coordonnateurs qui vont leur être attitrés à temps plein, qui vont partager l'information à la fois avec les enseignants, vont faire le pont avec les parents des fois pour les absences, ils vont se faire remettre des fichiers avec OK, tu t'absentes pendant 2 semaines pour une compétition, voici. Donc, le système fonctionne très bien au niveau secondaire, fonctionne bien au niveau collégial aussi, mais il y a une particularité beaucoup plus accompagnante, soutenante, ce qui fait que quand ils arrivent au cégep, et là, on leur demande d'avoir plus d'autonomie, mais surtout à la première session, c'est là que l'autonomie, on leur demande d'embarquer, puis que là, l'inconfort s'installe un peu parce que pour la première fois, on leur demande, OK, ben là, tu vas t'absenter, mais là, papa, maman peuvent pas faire la communication à ta place. C'est toi qui vas devoir aller négocier avec chacun de tes enseignants pour voir c'est quoi les accommodements que je peux avoir, est-ce que je peux avoir une reprise de notes, est-ce que si j'avais des examens, comment je les reprends. Donc, c'est ce qui devient un peu là, difficile pour eux de faire dès leur première arrivée au cégep. Je pense que ça finit par se faire en cours de route, là, mais c'est d'avoir une pensée particulière, en fait, quand ils arrivent au cégep, qu'ils n'ont pas nécessairement ce bagage-là avec eux, même s'ils sont habitués de composer avec plusieurs éléments dans leur vie depuis très longtemps. C'est souvent quelqu'un d'autre qui leur dictait quoi faire et non qui devait prendre en charge leur propre conciliation. Donc, c'est à prendre en considération là, quand ils arrivent au cégep. J'ajouterais à ça que, tu sais, des athlètes, ça aime ça être coaché. Puis c'est maintenu après, je pense même sur le marché du travail, là. Mais c'est habitué de se faire dire, OK, l'échauffement, c'est ça, à telle heure, on est à tel endroit, tu sais, on fait tel entraînement aujourd'hui, demain, ça va être dur, préparez-vous. Fait que là, d'arriver au cégep ou à l'université où ils sont vraiment plus autonomes, comme Jacinthe l'a dit, c'est vraiment une courbe d'apprentissage. La communication avec les profs est à développer et avec les professionnels aussi. Donc, sentez-vous à l'aise de le préciser, de dire là, je me fie sur toi pour que tu me parles de tes besoins, je me fie sur toi pour que tu me parles de tes absences, tout ça pour essayer de faciliter un peu le déclenchement là, du réflexe pour faire ce suivi-là. Jacinthe en a glissé un mot tantôt, là, mais la communication avec l'entraîneur, quoique des fois, ils voient plus souvent l'entraîneur que leurs propres parents, ils parlent pas vraiment de ces dossiers-là. Ça arrive que l'école, ça n'en fait pas tant partie, ils parlent de d'autres choses. Donc, faut également sensibiliser cette corde-là. De notre côté, on essaie beaucoup de sensibiliser les fédérations et les entraîneurs à aborder le sujet, parce que souvent, quand c'est un sujet qu'on ne discute pas, ça semble être un sujet tabou. Donc, des fois, on a su que l'entraîneur était aucunement au courant que ses étudiants, ses athlètes avaient de la difficulté avec leurs études parce qu'en fait, personne n'en parlait. Puis, il a juste commencé à ouvrir la conversation et puis là, les athlètes ont commencé à se confier, demander plus de flexibilité. Ça a été une solution toute simple, mais bon, la communication, comme dans tout, c'est la clé. Pour ajouter aussi, sur le plan développemental, c'est quand même une capacité qui se développe d'être en mesure d'identifier ses besoins, de les organiser, puis après ensuite de les nommer. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'attendre nécessairement d'emblée de personnes étudiantes là, qui viennent d'arriver au collégial. Comme mes collègues l'ont dit, il faut vraiment les accompagner là-dedans, puis parfois tendre des perches pour aller sonder un peu là, quels sont leurs enjeux, leurs besoins pour la suite. On va passer au prochain mythe. Il est important de cacher ses difficultés en santé mentale pour avoir une carrière sportive de haut niveau. Et sans plus tarder, je pense qu'on peut enclencher avec la réponse. Ce qu'on voit, c'est que ça peut, en fait, la santé mentale va aussi toucher les athlètes. Comme j'en ai discuté tantôt, là, ce qui est à garder en tête, c'est que
comme Geneviève en a parlé aussi, les athlètes peuvent avoir peur de déplaire à leur entraîneur, ils peuvent euh, avoir peur que la santé mentale, les enjeux qu'ils vivent vont impacter leur parcours. Donc, il y a un certain tabou qui peut entourer ces enjeux-là de santé mentale, puis ça peut faire en sorte que ça va affecter aussi la recherche d'aide par la suite. Par contre, ce qu'on remarque de plus en plus dans les études, c'est que il y a une relation dans les deux sens entre la santé mentale puis la performance sportive, mais aussi académique. Donc, quelqu'un qui va bien, ben, va avoir va être plus en mesure d'utiliser des capacités en performance mentale pour performer dans son sport et vice-versa. Des gens qui vont travailler leur capacité de performance mentale. Puis quand je fais référence à ça, c'est par exemple les habiletés de concentration, de régulation du stress, tout ce qui aide à composer avec une situation de performance pour que la performance soit au rendez-vous dans le sport. Bien, tout ça, de travailler ces capacités mentales-là va aussi favoriser la santé mentale. Fait que de plus en plus dans le domaine sportif, il y a en fait, l'idée de la santé mentale est amenée. La performance mentale aussi est de plus en plus présente. Puis il y a des consultants et consultantes en performance mentale, des psychologues du sport qui accompagnent de plus en plus les équipes de haut niveau. Malheureusement, dans les équipes, comme par exemple les équipes collégiales, universitaires, c'est assez rare qu'il y ait ce type de ressources-là pour soutenir les étudiants athlètes. Donc, avec l'Observatoire en enseignement supérieur, le SME finalement, puis avec l'Alliance pour études, on a conjointement conçu un programme qui s'adresse aux personnes intervenantes des collèges et universités pour soutenir la santé mentale étudiante athlète. Puis je vous en parlerai plus tard là, dans les ressources aux étudiants et étudiantes, mais c'est quelque chose qu'on voyait comme besoin puis qu'on a décidé d'adresser. Donc, par rapport à ce mythe-là, je pense que c'est un enjeu qu'il faut adresser, la santé mentale. Je pense que pour certains, on peut échapper certaines personnes étudiantes qui vont vivre des difficultés et qui ne consulteront pas ou qui n'en parleront pas autour d'eux. Par contre, c'est à garder en tête, là, puis de demander aussi aux personnes étudiantes que vous côtoyez comment qu'elles vont. Ça peut aider là, à leur offrir du soutien. Je vais laisser la parole à mes collègues. Ouais. J'ajouterais un des éléments qui est peut-être peu connu là, du reste de la population, c'est que parfois dans les équipes nationales, il y a des choix discrétionnaires pour les athlètes. Donc, souvent, il va y avoir une sélection qui est faite dans un processus qui est affiché là, dans les protocoles et tout ça. Je pense par exemple à le patinage de vitesse. Donc, pour être sélectionné, il faut souvent faire une position, fait qu'arriver top 2 à telle compétition ou faire un temps précis. Mais des fois, ils se gardent des places discrétionnaires qui est sélectionnées par l'équipe en place. Donc, vous pouvez vous imaginer que si ta place pour aller aux Jeux olympiques est déterminée par le choix d'un comité des entraîneurs et de l'équipe, tu veux pas avoir l'air, je mets des gros guillemets, faible en ayant des défis de santé mentale. Donc, tu ne veux pas, tu sais, démontrer tes défis puis aller chercher de l'aide pour que ça se sache. Même chose en natation artistique, qui est un sport super complexe, où est-ce que tes collègues, tes coéquipières d'entraînement deviennent tes rivales au moment de la sélection de l'équipe finale. Donc, des fois, ça fait 4 ans que tu t'entraînes avec elles, mais à la sélection, ça devient tes rivales et tu dois être meilleur qu'elles. Et tout se sait à l'intérieur. Donc, des fois, il y en a qui ne veulent pas admettre qu'ils ont des défis pour s'assurer que l'entraîneur ne dise pas, ah ben, je la prendrai pas elle parce que peut-être qu'elle va avoir de la difficulté à gérer le stress une fois rendue à la compétition internationale et tout ça. Donc ça, c'est quand même important à savoir là, pour la suite des choses sur nos athlètes en santé mentale. Prochain mythe, on va essayer d'accélérer le pas. Là, on a trop de choses à dire, puis j'ai peur qu'on manque de temps. Une autre thématique importante, les différentes formes de violence en contexte sportif, pardon, sont commises presque exclusivement par le personnel entraîneur. Donc, on a un petit sondage pour ça et je vous propose de l'afficher en juste répondre à la première question, là, pas les deux autres. Et de le faire rapidement, là, comme ça, on ne prendra pas 3 minutes pour attendre les réponses. Donc, mythe ou réalité, les différentes formes de violence en contexte sportif sont commises presque exclusivement par le personnel entraîneur. Juste le premier. Je vous laisse répondre, je vous laisse 1 minute. Ceux qui sont endormis ou qui répondent au courriel en même temps, vous allez manquer votre chance.
Tu me diras, Marie-Michel, quand on a un bon taux de réponse. Je pense qu'on va y aller directement avec les réponses. Eh, Ah, il y en a qui ont répondu à la question 2. Donc, c'est un mythe merveilleux. OK. Wow, ils sont toutes là. Super. Oui, ben super. Mon Dieu, la majorité, vous avez identifié là, la bonne réponse. Ce qu'on sait dans la recherche, là, c'est que il y a, le plus fréquemment, la violence interpersonnelle en contexte sportif est commise par les pairs, donc les coéquipiers, coéquipières, mais aussi les athlètes d'équipe adverse, par exemple, puis les personnes entraîneurs. On voit qu'il y a aussi d'autres personnes qui évoluent dans le contexte sportif qui peuvent aussi perpétrer de la violence, comme le personnel sportif, par exemple les préparateurs, préparatrices physiques, les physiothérapeutes, donc toute l'équipe qui accompagne aussi les équipes là, sportives. Il y a les parents, les spectateurs, spectatrices. Il y a vraiment plusieurs personnes là, qui peuvent commettre de la violence en contexte sportif. Puis cette violence-là peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la violence psychologique, comme par exemple, je pense qu'on a tout en tête certains films hollywoodiens là, où est-ce qu'il y a des équipes, des athlètes qui se font crier après pour favoriser leur préparation au match. Ben ça, c'est de la violence psychologique. C'est pas reconnu nécessairement pour améliorer la performance, puis ça peut avoir des effets sur la santé mentale et le bien-être des athlètes, entre autres. Il y a aussi la violence physique. Un autre exemple, ça pourrait être de punir toute l'équipe parce qu'un athlète était en retard, puis la punition, ce serait de faire, par exemple, 200 push-ups. Mais les athlètes, ils vont être raqués pendant deux, 3 semaines après. Là, j'exagère un peu, mais ça va avoir des effets physiques importants. Donc ça, ce serait considéré de la violence physique. Et il y a aussi la violence sexuelle. Malheureusement, on en a entendu parler beaucoup dans les médias sociaux dernièrement, les médias traditionnels aussi. Par exemple, dans des situations d'initiation où est-ce qu'il peut y avoir de la violence sexuelle commise par les pairs ou par le personnel autour des athlètes. Dans la culture sportive, il y a plusieurs aspects là, qui peuvent aussi prédisposer à cette violence-là, ou du moins que cette violence-là ne soit pas dénoncée. Entre autres, la position de hiérarchie qui est présente, que ce soit l'entraîneur par rapport aux athlètes ou même dans l'équipe entre les coéquipiers et coéquipières. Il y a des recrues, il y a des vétérans, on essaie de faire sa place. Donc, il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Il y a une proximité aussi entre les membres de l'équipe. Il y a beaucoup de déplacements, il y a des hébergements qui sont partagés dans le cas de compétition. Il y a un très grand nombre d'entraînements. Il y a des vestiaires qui sont partagés. Donc, il y a une grande proximité entre tous ces membres-là. Puis finalement, ben, il y a des normes éthiques en sport qu'on entend de plus en plus. Entre autres, le no pain, no gain, le fait qu'on doit accepter là, la douleur pour performer, entre autres, qu'il faut dénier ses limites personnelles. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans le contexte sportif qui peuvent contribuer au maintien ou à la violence interpersonnelle, malheureusement. Là aussi, je vais pouvoir vous partager là, des ressources à la fin de la présentation. Donc, le prochain mythe, les personnes étudiantes athlètes aspirent à la meilleure performance et à avoir la meilleure cotère possible, tout en visant souvent un programme contingenté. Je pense que vous nous voyez venir déjà, c'est un mythe. Comme le restant de la population étudiante, c'est faux de penser que tous les étudiants athlètes ont une même personnalité. Il y en a plusieurs, cela dit, qui aspirent quand même à avoir une bonne cotère parce qu'ils veulent se rendre en médecine. Là, c'est le programme qu'on entend le plus souvent parler, médecine, physio, parce que c'est souvent des domaines physiothérapie qui va tourner autour du sport. C'est leur souhait souvent de rester là, mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble des étudiants athlètes. Il y a différentes réalités, en fait, qui peuvent faire en sorte aussi qu'ils vont être encouragés fortement à poursuivre leur étude, mais pas nécessairement de la façon dont ils l'auraient souhaité. C'est-à-dire que, par exemple, notre partenaire, la LAJMQ, a mis en place une politique scolaire extraordinaire qui fait aussi en sorte que leur taux de réussite progresse au fil des années. Par contre, on les incite fortement, surtout à commencer leurs études au collégial d'abord. Vous nous entendez parler de collégial universitaire depuis tantôt. Les DEP ne sont malheureusement pas encore admissibles dans nos ententes parce que les DEP fonctionnent sous forme complètement différente avec des modules. C'est
c'est beaucoup de pratiques en personne. Donc, reprendre un module après, ça devient compliqué là, si on doit s'absenter et tout. Donc, pour certains, ils auraient peut-être souhaité faire un DEP, mais ce n'est pas possible de concilier le sport à ce moment-ci avec les études. Donc, on va les diriger vers le collégial, ce qui fait en sorte que au moment de choisir ce qu'ils vont devoir faire, ben, ils vont plus prendre un programme qui va bien s'ajuster avec leurs contraintes sportives plutôt que de considérer un programme qui les intéresse réellement et qui peut nécessiter sur des débouchés qui va les intéresser ou sur des débouchés, pardon, qui va les intéresser aussi. Donc, c'est une des réalités qu'il y a. En fait, mais en même temps, c'est un beau problème puisque ça fait en sorte on a quand même des beaux taux de réussite chez les joueurs de hockey. On a quand même des carrières qui se sont dessinées professionnellement qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans les cordes au départ, mais comme ils ont été au collégial, ben à ce moment-là, ça a peut-être débouché sur des belles réalités dont ils n'étaient pas au courant, en fait, pour pouvoir faire ça et qui vont continuer un peu dans ces études-là par après. Donc, ils les soutiennent financièrement aussi, la JMQ, là, dans la poursuite de leurs études. Là. Donc, ça devient intéressant pour eux à ce moment-là. Si c'était quelque chose qu'ils n'avaient même pas considéré pour plein de raisons monétaires ou peu importe, ben ils vont pouvoir continuer et aspirer à même plus que ça. Donc, je vais laisser Geneviève continuer. Excusez-moi, je cherchais ma souris pour me démuter. Ben, effectivement, je vais aller très rapidement, là, mais nos athlètes n'ont pas toujours la priorité au niveau scolaire, mais le fait qu'ils restent aux études, autant c'est la même réalité pour les athlètes de basket, par exemple, qui n'ont pas de circuit civil passé 18 ans. Donc, les athlètes de basket, c'est uniquement au circuit scolaire. Ben, il y en a plusieurs qui vont rester à l'école plus longtemps grâce à ça. Donc, c'est tant mieux. Je passerai à l'autre mythe. Euh, la pratique d'un sport favorise la réussite éducative, selon vous et selon nous. Ça dépend. Vas-y, Jacinthe. Ou Sophie, je sais plus c'est qui. Ben, en fait, on a vu les taux de réussite tantôt au début de la présentation. Donc là, c'était pas vraiment une surprise pour vous. Là. Au niveau de l'Alliance, ça se passe quand même plutôt bien là, au niveau de la réussite, des taux de réussite. Cela dit, on a quand même des étudiants athlètes qui vivent des échecs là, pour plein de raisons. On a, entre autres, on a un service qu'on leur offre, en fait, pour ceux qui ont accumulé plus de 50 des échecs, où est-ce on va essayer de les soutenir en les appelant pour les rediriger vers les ressources nécessaires à l'école par la suite. Il y en a beaucoup pour qui la transition secondaire-cégep est problématique, mais cela dit, généralement, ça se passe quand même plutôt bien là, au niveau des réussites, comme on a vu tantôt. Ils sont généralement bien encadrés. On a dans la LHMQ toujours, qui est un de nos partenaires, mais j'ai oublié de mentionner en fait qu'ils avaient aussi toute une équipe qui était là alentour pour les encadrer dans leur calendrier qui est très, très serré. Ils font un effort aussi. Ils ont diminué le nombre de matchs cette année pour la première fois là, qui pourrait aider justement à favoriser cette réussite-là. Ils ont un conseiller pédagogique au sein de chacune des équipes qui est là à temps partiel, évidemment, là, mais qui est là dans le fond pour les soutenir dans cette réussite-là. Donc, de ce niveau-là, il y a quand même des choses qui ont été mises en place là, pour soutenir. Fait que là, ça fait partie du côté positif du ça dépend. Je vais laisser mes collègues continuer. Ce qu'on voit, en fait, durant mon doctorat, je me suis intéressée à la santé mentale puis la distinction entre les niveaux de participation sportive. Puis ce qu'on voit, c'est que plus on pratique un sport de compétition comparativement à un sport récréatif ou la non-participation sportive, moins les athlètes présentent de symptômes anxieux ou de symptômes dépressifs. Fait qu'on voit que plus le niveau augmente en général, moins il y a de symptômes de troubles de santé mentale anxieux et dépressifs. Par contre, pour ce qui est de la réussite scolaire, on a peu de résultats par rapport aux athlètes, à ma connaissance, au Québec. Ce qu'on voit dans les recherches, c'est plus des portraits par rapport aux États-Unis. Ils ont un contexte différent, mais ce qu'on voit dans ces études-là, c'est que ce serait plutôt les personnes qui pratiquent un sport récréatif qui auraient les meilleurs résultats académiques, comparativement à des personnes qui ne pratiquent pas de sport ou des personnes étudiantes qui pratiquent un sport de compétition. Puis ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que justement par rapport au sport compétitif, il y a des enjeux particuliers, dont le nombre d'implications sportives par semaine, les compétitions qui peuvent entraîner des absences. Donc tout ça, ça peut être des défis. Mais comme Geneviève nous l'a présenté plus tôt, il y a des excellents taux de réussite là, au Québec. Donc
ça semble quand même bien aller là, pour nos personnes étudiantes athlètes à ce niveau. Je l'ai mentionné tantôt, là, la différence entre le sport scolaire et le sport civil, là, mais justement, les absences dans les camps d'entraînement, quand c'est un sport scolaire, c'est plus rare qu'ils vont aller à l'étranger, ils vont rester plus dans la province ou dans le pays. Donc ça, des fois, ça facilite aussi la reprise de la matière là, dans les déplacements. Prochain mythe, la plupart des sports ont des saisons de repos ou off-season, comme on connaît sur le terrain, et les personnes étudiantes athlètes peuvent en profiter pour avancer leur cheminement académique. Roulement de tambour. C'est un mythe également, ça aussi. C'est vrai qu'il y a des saisons de compétition élevées et des saisons où il n'y aura pas de compétition. Toutefois, c'est plus vrai. Dans la plupart des sports, qu'il y a des off-season où les gens sont vraiment plus libres. Tu sais, par exemple, quand c'est plus la saison du baseball, ben là, les gars, ils font juste un maintien en muscu, puis jusqu'à temps que le printemps arrive. C'est pas du tout cette réalité-là, en fait, qu'on voit. C'est que les périodes de repos sont moins fréquentes. Mais c'est aussi que pendant qu'il y a moins de déplacements, le volume d'entraînement va augmenter. Euh, ils sont quand même à la maison, sauf que leur niveau d'entraînement va être plus élevé et il va y avoir des fois des rendez-vous qui vont être pris. Donc, ils savent qu'à certains moments, ils ne seront pas disponibles pour faire ces rendez-vous-là. Et c'est pas juste leur médico-sportif, là, ça peut être au dentiste, au coiffeur et compagnie. Là. Tous leurs rendez-vous de vie réguliers, ils vont essayer de les mettre tous dans le même petit bout, est-ce qu'ils sont plus à la maison. Justement, fait que il y aura moins de déplacements, mais les autres sphères de la vie vont prendre le dessus à ce moment-là. Et vous douterez, évidemment, tu sais, Geneviève parlait qu'il y a pas de saison morte, en fait, dans le sport, mais ça fait aussi en sorte que certains athlètes vont essayer de pousser, mettons, la session d'automne, ils vont moins s'absenter, donc ils vont prendre plus de cours, versus la session d'hiver, ils vont en prendre un peu moins. Mais ce qui fait que la session d'été, même pour un sport d'hiver, n'est pas nécessairement à envisager dans le plan scolaire parce que l'été, ils vont continuer de s'entraîner, ils vont parfois même avoir un emploi d'été. Les cours en formule présentielle au cégep sont en mode intensif, donc on parle de 5 jours semaine où ils devront être présents. Pour un athlète, ça peut représenter 5 jours semaine de manquement à l'entraînement. Donc, ce n'est pas nécessairement une solution qui pourrait être envisagée pour eux et elles, en fait, à moins vraiment d'avoir cette possibilité-là, puis que de façon presque quand les étoiles vont s'aligner, là, que ce soit au moment où ils ne s'entraînent pas cette journée-là que ça va être possible de le faire. Mais ce n'est pas nécessairement toujours une solution possible. Même chose pour les cours à distance l'été. Il faut quand même qu'ils trouvent le temps de les avancer, leurs cours. Justement, comme je venais de le mentionner, là, tout le restant de la vie, là, souvent les emplois d'été, ils vont coacher un peu plus aussi parfois à certains moments là, quand ils ont moins de d'occupation au niveau des départs et tout. Là. Donc, ça fait en sorte que ça peut devenir problématique là, et il ne faut pas nécessairement miser sur l'été pour un sport d'hiver et sur l'automne pour un sport d'été. On passe au prochain mythe. À moins que Sophie, tu voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bon comme ça, c'est très complet. Merci. Donc, prochain mythe, je ne suis pas sur le bon écran, allons-y. Les personnes étudiantes athlètes ne sont que des étudiantes et étudiants athlètes qui font du sport. C'est donc un mythe. Oui, ben en fait, c'est ça. Au-delà d'être des athlètes, des personnes étudiantes, c'est aussi des enfants, des amis, c'est aussi parfois des partenaires amoureux, d'autres. En tout cas, il y a plusieurs autres rôles qui s'ajoutent aux deux statuts là, de personnes étudiantes ou sportifs et sportives. Ben, c'est ça, ça fait en sorte que ça peut être difficile pour les athlètes d'accorder un temps pour toutes ces autres implications-là. Il peut même y avoir une certaine pression de rentabiliser le temps qu'ils doivent accorder à leurs amis, à leur famille. La pression aussi d'exceller dans ce peu de temps qu'ils passent avec les membres qui leur sont chers. Donc, ça peut aussi entraîner là, un certain stress puis de l'insatisfaction là, chez les athlètes. Excellent. Et il faut performer à tout prix quand on est athlète, même dans nos relations sociales. Prochain mythe, j'irai avec il est nécessaire d'obtenir son DEC en 2 ans pour entrer en médecine ou tout autre programme contingenté, bien sûr. Ça, comme on s'adresse au monde scolaire, j'aimerais bien que tout le monde ait la bonne réponse.
c'est un mythe, effectivement. On le voit encore très souvent dans nos étudiants athlètes. Ils se mettent beaucoup de pression pour avoir, on l'a parlé tantôt, d'avoir une bonne cotère et tout ça. Mais également, il y en a plein qui pensent encore que d'allonger son cheminement, c'est néfaste pour la poursuite de leurs études. Tandis que, vous le savez sûrement, il n'y a pas de rapidité de diplomation qui est considérée dans les critères d'admission dans les programmes universitaires. Le seul que je sais, c'est celui de McGill en médecine, il demande si tu as allongé ton parcours et si oui, tu as un formulaire spécialement conçu pour les étudiants athlètes où tu peux mentionner que tu es un étudiant athlète, puis c'est pour ça que tu n'as pas gradué en 2 ans. Et j'aimerais préciser, dans les données statistiques qu'on sort là, avec l'outil Socrate, là, avec le SRAM, que même la clientèle étudiants et étudiantes réguliers qui ne sont pas considérés comme des athlètes, c'est plus vrai que c'est fait en 2 ans de façon majoritaire. Euh, à la à la prochaine diapo, on voit justement là que ben là, celle qui est cachée, c'est les gars en sciences humaines, c'est ça justement. C'est à peu près 20% là, des garçons en sciences humaines qui graduent en 2 ans. Fait qu'après, il arrive à 45% graduent en 3 ans. Et là, vous verrez là, qu'à la colonne, par exemple, garçons, on les rapproche, là, on se rapproche. Donc, nos athlètes graduent et diplôment de la même façon que les étudiants réguliers. Toutefois, c'est juste qu'ils prennent un petit peu plus de temps. Prochain mythe, la personne étudiante athlète vivant une blessure pourra se concentrer sur l'école. Ça également, c'est un mythe aussi. Souvent, leur horaire d'entraînement ne va pas tant changer, même s'ils sont blessés. Il est parfois obligatoire d'assister aux entraînements, même si on est blessé. Fait que, par exemple, quelqu'un qui aurait, je sais pas, une tendinite à l'épaule, le bras cassé, peu importe, en natation artistique ou en volleyball, surtout dans les sports collectifs, devra assister à la séance d'entraînement quand même pour s'assurer de garder le rythme, d'être au courant de s'il y a eu des modifications dans la routine ou dans le jeu. Donc, ils doivent quand même se présenter à leurs entraînements réguliers, en plus d'avoir une augmentation des rendez-vous en physiothérapie, médico-sportifs et autres. Et il y en a qui pourraient se dire, ben c'est le temps, là, tu sais, prends un cours de plus au cégep à distance ou va faire, je sais pas, mettre plus de temps dans tes études. Mais en fait, c'est pas tant vrai. Ils n'auront pas plus de temps à mettre dans leurs études. Et Sophie, est-ce qu'il y a des effets psychosociaux sur la motivation quand on est blessé? Oui, il peut y en avoir. Je vais les aborder très, très rapidement parce que là, je vois le temps qui file à toute allure. En fait, c'est ça, ça peut affecter, tu sais, les symptômes psychosociaux peuvent prendre une place importante dans la vie des athlètes, ce qui peut affecter leur disponibilité aux études aussi. Euh, Parfois, les blessures peuvent aussi conduire à la retraite sportive à des moments où est-ce que cette retraite-là n'aura pas été planifiée, ce qui peut être difficile pour les personnes étudiantes athlètes qui avaient des objectifs et ça peut entraîner des déceptions. Euh, Comme j'expliquais, sur le plan identitaire, ça a aussi des impacts. Donc, tout ça, ça peut déstabiliser puis affecter, entre autres, là, la réussite scolaire. Je ne sais pas si Jacinthe, tu veux y aller ou sinon je peux passer au prochain comme tu préfères. On va passer au prochain, vu le temps, effectivement. Parfait. Mais en fait, le prochain et dernier mythe, on sent le temps qui avance, donc c'est pour ça que nos réponses sont de plus en plus succinctes. En fait, le dernier mythe qui est un jour ou l'autre, la personne étudiante athlète devra choisir entre le sport ou l'école. Eh bien, nous, on prétend que c'est un mythe à l'Alliance Sport-Études. C'est même au cœur de notre mission de s'assurer, en fait, que le choix n'est pas à se faire autrement que quand l'étudiant athlète l'aura décidé et non qu'il soit imposé ni par le sport ni par les études dans le meilleur des mondes. Ce serait ce qui arriverait. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que chaque personne qui gravite autour dans l'écosystème de l'étudiant athlète a un rôle à jouer dans sa conciliation sport-études. Donc, autant au niveau des gestionnaires dans les fédérations sportives que dans les cégeps, c'est sûr que d'en parler, Geneviève le mentionnait tantôt, mais des fois, simplement de mettre ça dans les sujets de conversation, autant du niveau athlète que du niveau étudiant dans le sport, dans les études, de juste simplement poser la question, ça valide en fait l'étudiant athlète dans sa réalité, dans ce qu'il vit, dans tout ça. Pour les personnes, les enseignants, c'est d'être sensible à la réalité de l'étudiant athlète, donc tout ce qu'on vous a nommé au cours de cette présentation-là, de comprendre que en plus de ce que tous les autres étudiants de leur âge ont à composer avec, ben eux, ils ont comme un fardeau supplémentaire. Ben fardeau, c'est un mot négatif. Ils ont un bagage supplémentaire à traîner de par leur expérience de conciliation sport-études. Donc, c'est de s'assurer justement de voir, OK, bien, dans un déplacement, si tu me dis que tu reviens mardi de la Chine à 8 heures le matin, ben
si normalement je t'aurais demandé de reprendre ton examen à 9 heures, peut-être que c'est pas un bon moment. Donc, d'essayer de penser à ces réalités-là, en fait, là, quand on revient d'un voyage de 3 jours, même si on veut accommoder le plus possible ce que l'enseignant a envie de nous donner comme contrainte, mais des fois, il faut aussi être à l'écoute pour s'assurer justement qu'on le met dans des bonnes dispositions pour qu'il puisse reprendre son examen, pas nécessairement avec la trace d'oreiller de l'avion dans son visage. Et pour tout ce qui est personnel professionnel qui les entoure, c'est de toujours prendre en considération que pour un étudiant athlète, les deux projets sont importants dans sa vie, autant le sport que les études. Donc, lorsque ces personnes-là viennent vous voir avec une problématique, soit reliée au sport, soit aux études, soit ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de temps pour gérer le tout, de leur dire, ben, à ce moment-là, réduis ton sport ou arrête ton sport. Pour eux, ça va faire en sorte que probablement vous allez le perdre comme personne qui va revenir vous voir. Il va venir vous voir une fois uniquement parce que ce n'est même pas un concept qui est réaliste pour cette personne-là. Donc, ce n'est pas comme des entraînements tu sais, entre nous, là, qu'on parlait tantôt récréatifs, là, ben juste, va pas courir samedi, ça va te donner plus de temps. Pour eux, c'est une nécessité, c'est une obligation, au même titre que de se présenter à son cours de français le mardi matin. C'est dans son horaire, il et elle doivent se rendre à cette occupation-là. Donc, vous avez tous un rôle à jouer. On est super content, comme le disait tantôt Geneviève, de votre préoccupation à ce niveau-là. On espère que ça va vous donner des outils pour continuer, en fait, à avoir cette pensée-là pour nos étudiants athlètes quand vous allez intervenir avec eux dans vos tâches régulières. Geneviève, est-ce que tu veux présenter notre invité? Bien sûr. Donc, Marianne Côté-Machala, qui est notre étudiante athlète qui est présente avec nous. Marianne, vu qu'on a plusieurs personnes qui sont dans le milieu éducatif aujourd'hui, est-ce que tu aimerais parler de ton expérience puis de ta réalité que tu as vécue là, aux études supérieures? Oui, donc moi, j'ai pas nécessairement eu le chemin le plus droit possible. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé le cégep, j'ai commencé dans le programme de sciences de la nature. Puis je pense que comme beaucoup d'athlètes, on a une pensée très compétitive, on est confiant de ses capacités. Fait que je suis allée là-dedans, j'ai dit, ça va bien se passer, je travaille fort, je suis quelqu'un qui est capable de réussir. Euh, puis c'est sûr que pallier les études et le sport, c'est pas toujours facile. Fait que là, la première session, ça se passe un peu moins bien, un, deux échecs. Je me dis, mais non, moi, j'abandonne pas, je suis pas quelqu'un comme ça. J'ai vécu des choses plus difficiles. Fait que j'ai continué là-dedans. Puis je pense qu'il y a quelque chose chez les étudiants athlètes que j'ai parlé, qu'on a réalisé que on voit souvent le changement de programme ou pas réussir comme un échec personnel. Fait que moi, ça m'a pris 2 ans avant de changer de programme puis trouver une voie qui m'allait vraiment parce que j'étais convaincue que j'étais capable, je voulais pas abandonner, je voyais ça comme quelque chose qui était un échec. Puis ça m'a pris, je pense que qu'est-ce qui m'a vraiment aidé dans ma décision de faire ce changement puis trouver quelque chose qui m'allait plus avec mes capacités en tant que personne, c'était vraiment de parler à mon API. C'est vraiment une discussion que je me souviens puis qui m'a vraiment beaucoup aidée quand je suis allée dans son bureau puis je lui ai dit je pense pas que ça fonctionne pour moi puis elle m'a dit ben, c'est correct, on va trouver quelque chose qui va fonctionner pour toi. Puis c'est oui, ça peut rallonger ton parcours, mais ça fait pas de toi quelqu'un de moins, une athlète moins bonne ou une étudiante moins bonne. Puis aussi parler à d'autres étudiants athlètes, ça m'avait vraiment aidé. Dans mon équipe d'aviron, j'avais une fille aussi qui avait fait ce changement de sciences de la nature à sciences humaines, puis elle m'avait expliqué, puis elle s'en allait à l'université, puis elle avait déjà reçu euh, comme des offres et tout. Fait que j'ai remarqué que ben, c'est pas la fin du monde, puis ça fait pas de moi de quelqu'un de moins. Donc, je pense que ce parcours, ça, c'est quelque chose dans mon parcours qui m'avait vraiment marqué. Puis maintenant que je suis en sciences humaines, j'arrive vraiment plus à développer mes capacités, puis je sais où je veux m'en aller dans la vie. Puis ça aide vraiment avec mon estime de soi. Puis aussi, d'être dans un programme qui va avec mes capacités, ça me permet euh, ben, d'être plus concentrée à l'école. C'est plus facile pour moi. Fait que je peux consacrer plus de temps à mes entraînements. Je suis pas en train de rester à minuit le soir en train de pleurer parce que je suis pas capable de faire des numéros de chimie, des choses comme ça.
Fait que ça a pris du temps, mais de communiquer avec les personnes autour de moi, dans mon cercle, qui pouvaient m'aider, c'est vraiment ça qui m'a aidé dans mon chemin au cégep. Ok. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ta relation avec ton entraîneur et comment ton entraîneur, lui, perçoit les études là, dans votre cycle? Oui, moi j'ai la chance d'avoir vraiment une très belle relation avec mon entraîneur. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent quand je lui apporte, il est souvent à l'écoute, puis il me met toujours un sourire sur le visage. Il réussit à mettre ça en joke. Euh, Fait que je pense que quand je lui en ai parlé, souvent quand on parle d'école, il est vraiment là juste. Il essaie de nous supporter le mieux qu'il peut. Puis lui, il vient pas du Québec, fait que c'est un peu un système qui comprend moins, mais j'aime sa dédication. Tu sais, il pose des questions, il essaie de comprendre. Euh, puis, ouais, je pense qu'il essaie d'être le plus, d'apporter le plus de support. Fait que c'est vraiment super. Ouais. Ben, ça existe, tout le monde, des entraîneurs qui incluent la conciliation de par-études dans leur réflexion. En fait, je mentionnerais que c'est beaucoup plus habituel qu'avant, là. Fait que les entraîneurs réfractaires sont vraiment moindres. C'est l'élément, numéro un, c'est juste la communication à déterminer avec les entraîneurs. Mais de façon générale, ils sont habitués, là, d'avoir des athlètes qui sont également aux études. Donc, si jamais il y en a qui ont des questions directement pour Marianne, je ne sais pas si vous voulez passer dans le Q&R. Sinon, on serait peut-être rendu à la période de questions. Marianne, tu restes avec nous si jamais tu as des questions. Oui. Merci. Oui, donc merci à vous toutes, chers panélistes. On a eu quelques questions. On n'aura peut-être pas le temps d'y répondre à l'entièreté, malgré qu'à travers les mythes, je pense bien là, que vous avez pu là, effleurer certaines réponses. Je vais me concentrer sur des thèmes qui ont peut-être pas été touchés, là, qui ressortent dans les questions. Donc, puis vous verrez là, qui est la mieux placée pour y répondre. Donc, d'abord, il y a quelques questions qui tournent autour de la situation financière de la personne étudiante. Donc, à la fois par rapport aux soins qu'ils doivent avoir, que ce soit des soins plus en physiothérapie ou autres soins de santé, ou même leur situation, est-ce qu'ils doivent travailler? Donc, est-ce que c'est un défi supplémentaire là, qui s'ajoute à leur vie d'étudiant à athlète qui est déjà bien chargée? Est-ce que je peux répondre si c'est Mais correct? oui, c'est sûr. Je pense que ça dépend vraiment des cas. Mais moi, en tant qu'étudiante athlète, je dois travailler pour subvenir à mes besoins. Puis je pense aussi ça vient aussi avec le niveau qu'on est rendu. Souvent, quand on est plus haut, on reçoit plus de services, soit du gouvernement ou des équipes qu'on fait partie. Mais quand on se trouve entre ce niveau où on a dépassé la moyenne, mais on n'est pas encore dans l'élite, je pense que c'est là la période où on a le plus besoin de support financier. Des fois, moi, j'ai au cégep, des fois, ils offrent des assurances. Fait que si on a besoin d'aller côtoyer une physiothérapeute, peut-être de regarder avec les cégeps s'ils ont ça, ou sinon, les parents, des fois, ils ont des assurances, fait que les soins physio. Mais c'est un défi, puis de rajouter ça dans notre horaire, ça peut être vraiment compliqué. Fait que, ouais. Absolument, tu as super bien expliqué, Marianne. J'allais justement expliquer que les athlètes qui sont sur l'équipe nationale sont souvent payés par le gouvernement du Canada. On appelle ça un brevet. Donc, ils ont une paye qui est autour de 30 000 $ par année non imposable. Vu que c'est non imposable, ça augmente un peu le niveau de paie. Ça reste que c'est pas un salaire de millionnaire. Et puis ensuite, Marianne, elle a bien expliqué là, les tranches d'identification, c'est espoir, relève, élite et excellence. Excellence sont payés par le gouvernement. Et c'est effectivement ceux juste en dessous qui ont le plus de besoins financiers, parce que dans l'équipe nationale, souvent, la nutrition est payée, préparation mentale est payée par l'équipe, préparation physique. Tout ça est comme déjà endossé. Mais ceux qui sont dans le juste en dessous, ils ont les mêmes camps d'entraînement, ils ont les mêmes compétitions. Faut eux autres aussi qu'ils aillent à Dubaï, mais c'est pas l'équipe nationale qui le paye. Donc c'est vraiment eux là, qui ont souvent des défis financiers plus importants. J'ajouterais que il y a les centres régionaux d'entraînement multisport qu'on appelle les CREM, qui en a 8 à travers le Québec, qui est là pour soutenir les relèves et élites pour leur offrir des services soit en préparation physique, en préparation mentale, en physiothérapie, en nutrition. Donc, ils ont quand même accès là, à des services une fois qu'ils sont identifiés et qu'ils sont dans ces régions-là.
Je voudrais juste ajouter aussi qu'on a sondé il n'y a pas si longtemps nos étudiants athlètes là, pour différents aspects de leur conciliation sport-études et qu'à peu près, là, c'était un petit échantillonnage, mais tout de même, là, on parle d'à peu près autour de 25 là, de nos étudiants athlètes, même à l'Alliance sport-études, qui occupent un emploi tout en conciliant travail et en conciliant, pardon, études et sport. Donc, c'est quand même une majeure partie là, qui doivent travailler pour venir à leurs besoins. Moi, j'ai des données plus par rapport au sport scolaire. Ce qu'on voit aussi dans les collèges puis universités au Québec, c'est que des fois, il y a des ententes avec les services de physiothérapie ou de médecine du sport qui vont prioriser les athlètes par rapport aux prises de rendez-vous. Fait qu'ils vont voir les professionnels plus rapidement. Des fois, il y a des tarifs avantageux aussi pour eux. Puis avec les assurances, mais ça devient des prix assez modiques là, pour ces services-là. Puis ensuite, pour ce qui est du travail, dans les dernières études qu'on a faites, ça va des fois jusqu'à 50 et plus qui doivent travailler en parallèle de leurs études. Donc, c'est ça, ça dépend, j'imagine, un petit peu là, du type d'implication, du soutien que les parents peuvent apporter, des bourses qu'ils sont capables d'aller chercher. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui peuvent influencer là, les différents engagements au plan du travail là, qu'ils peuvent aller chercher. Merci pour ces riches réponses. J'irai avec une autre question. On a parlé des taux de réussite, là, plus en termes de réussite des crédits acquis. Est-ce que vous avez des données concernant la persévérance dans le cheminement scolaire, le fait c'est ça, de poursuivre dans les études, d'atteindre les objectifs plus personnels? Marianne a fait beaucoup état là, de ses propres objectifs, puis comment elle a réussi à cheminer à travers son propre parcours. Mais est-ce que vous avez des données par rapport à ça ou des informations complémentaires? Dans notre rapport annuel qui se trouve sur le site web de l'Alliance par études, là, sous l'onglet, je pense, mission et documentation ou rapport et documentation, à la toute fin, dans nos annexes, on parle justement des taux de réussite et des taux de diplomation. Fait que ça va être pas mal les informations qu'on va soutenir. Toutefois, à l'interne, là, sur la persévérance, on fait un suivi avec des étudiants athlètes membres de l'Alliance par études qui ont eu des échecs au cours de leur première session, même des autres sessions. Je pense qu'on n'avait pas arrêté aux premières sessions pour voir comment on peut les soutenir, s'ils sont au courant des services qui sont offerts au Cégep directement. Il y en a qui sont parfois sous contrat de réussite, qui ne sont même pas au courant qu'ils sont sous contrat de réussite. Donc, des fois, on est les chanceux, chanceuses qui leur annonçons ceci. Donc, juste un peu faire un filet de sécurité par rapport à ça. Mais j'ai pas de statistiques sur la persévérance directement. Et c'est un des défis qu'on a aussi parce qu'au niveau de tu sais, on a des statistiques de diplomation, comme je viens de le mentionner, c'est ce qu'on a présenté déjà dans la présentation plus tôt. Par contre, tu sais, on a eu des discussions à l'interne au niveau de la persévérance parce que pour nous, quelqu'un qui ne compléterait pas son diplôme d'études collégiales, mais qui, à force d'étirer son parcours, finit par être éligible à une admission universitaire pour sous expérience 21 ans et ou autre possibilité ou va avoir un autre cheminement. Mais s'il continue ses études, nous, on considère à l'interne que c'est pas un échec. Donc, il rentre pas dans les statistiques de diplomation puisqu'il n'a pas atteint cette étape-là, mais il va continuer son parcours quand même à l'université. Et là, c'est là que cette information-là, on la perd un peu dans le méandre de est-ce qu'il est dans une université membre avec nous, est-ce qu'il continue son sport. Donc, on n'a pas les données malheureusement à ce niveau-là, mais on pourrait présager parce qu'on ça arrive quand même qu'on est au courant là, que soit qu'ils vont aller même aux États-Unis pour suivre leurs études, donc ils termineront pas leur cheminement de DEC, ils rentreront pas encore une fois dans la donnée de diplomation, mais ils vont quand même continuer un parcours académique aux études supérieures par la suite. Donc ça, c'est l'élément flou là, qu'on n'a pas, d'où on ne possède pas d'informations pour l'instant à ce niveau-là. Merci. Je nous amène ailleurs, en fait, dans la salle de classe. Donc, est-ce que vous avez des informations sur la dynamique qu'on peut retrouver dans une salle de classe lorsqu'il y a un nombre important d'étudiants athlètes là, qui se retrouvent? Est-ce que ça apporte quelque chose de différent? Je peux me lancer dans cette réponse pour avoir fait plusieurs présentations dans les écoles. Si tu es dans un groupe avec tous des buddies là, de volleyball, de basket ou de hockey qui sont ensemble, ça peut amener une dynamique de petites cliques là, où est-ce qu'ils rigolent un peu et tout ça. Mais de façon générale, ils sont plus dilués, nos étudiants athlètes. Et nous, on est en fait chanceux quand ils sont plus d'un dans une classe. Peut-être Marianne, tu pourras appuyer, là, mais d'avoir un ami qui est un athlète qui comprend ta réalité, avec qui tu peux être en équipe, en sachant que
toi, tu vas manquer la semaine 3 et la semaine 9 et ton ami va manquer la semaine 6 et la semaine 7 et que là, vous allez pouvoir vous échanger la prise de notes et tout ça. Je pense que c'est quand même positif habituellement. Mais c'est sûr que si c'est le prof qui essaie de donner le cours puis que tu as 6 gars de basket ensemble, ça peut être un autre défi. Juste pour rajouter rapidement, je pense que c'est notre réalité en tant qu'étudiant athlète dans les cégeps, c'est un peu drôle parce que des fois, on ne sait même pas qu'il y a d'autres étudiants athlètes comme nous dans le cégep. On ne les a jamais rencontrés parce qu'on ne fait pas partie de leur équipe. Fait que, honnêtement, moi, j'ai passé un an toute seule dans mon cégep, pas d'amis, puis un an avec une de mes coéquipières à aller à l'école avec elle tous les jours. On n'était pas dans le même programme, mais juste le fait de passer du temps avec une autre étudiante athlète, de partager mes difficultés avec elle, puis de pouvoir rire de comme tout ce qu'on vit, ça fait vraiment du bien. Fait que je pense que c'est quand même le fun quand on se retrouve ensemble. Ouais. Merci. J'irai peut-être avec un dernier petit tour de table pour chacune d'entre vous. Puis, Marianne, il y a une question qui t'est posée là, directement, à savoir quel aurait été le conseil que tu aurais aimé recevoir en secondaire 5 avant de te lancer là, dans tes études au collégial en tant qu'étudiante athlète. Puis, pour les autres, ben, si vous pouviez compléter en 30 secondes peut-être avec ça avec quoi vous souhaitez que les personnes participantes aujourd'hui là, à ce webinaire repartent là, avec votre perspective particulière. Je pense que quand j'ai pas une phrase exacte, mais la chose que je me dirais, c'est on pense souvent qu'on a des attentes de nous-mêmes ou des gens autour de nous qu'on se met, qu'on essaie de réaliser. Euh, Moi, je suis allée en sciences de la nature parce que je me dis, ah, mes parents ils vont être fiers de moi ou je vais être fière de moi quand je vais le faire. Tandis que la réalité avec qui je suis, mes capacités intellectuelles, c'était pas le programme idéal pour moi. Fait que je pense que c'est de faire attention à toutes ces attentes, tout ce qu'on veut atteindre. Des fois, ça nous joue un peu dans le dos. Fait que de vraiment penser à qu'est-ce qui est mieux pour nous en tant que personne. Je peux y aller de mon côté. Ben moi, j'aimerais que on ait pu vous sensibiliser un peu à la réalité des étudiants athlètes qui est vraiment particulière. Marianne en a soulevé un point tantôt, là, mais la solitude, souvent, ils se sentent parfois seuls dans l'établissement scolaire. Juste d'avoir une écoute particulière et de leur poser des questions. Tu sais, c'est quoi tes objectifs scolaires? C'est quoi tes objectifs sportifs? Fait que quelqu'un qui dit que ses objectifs scolaires, c'est de rentrer en médecine, ben ça va être important qu'elle ait les bons cours puis que son cheminement se passe assez bien. Quelqu'un qui dit mon objectif sportif, c'est d'aller aux Jeux olympiques, ben ça se peut qu'elle dise hey, finalement cette session-ci, je vais être à temps partiel. Puis là, on aborde des solutions en ce sens, tu sais. Fait que c'est juste un peu de moduler des fois notre discussion selon les besoins de l'athlète. Vous avez vraiment une importance inimaginable dans le rôle que vous avez dans la réalité des étudiants athlètes. Des fois, on a des répondances par études qui ont fait un petit peu plus que le minimum ou même le minimum demandé. Puis pour les athlètes, d'avoir eu quelqu'un qui était réceptif, puis qui a pris action selon leurs besoins, ça a eu un impact là, inimaginable dans leur parcours. Donc, simplement d'être présent pour eux, je pense que ça va leur faire du bien. Je voudrais ajouter également, on n'en a pas parlé, mais est affiché ici, là, la base, c'est sur le site de l'Alliance par études. On a conçu des articles qui s'adressent aux étudiants athlètes, mais également aux intervenants qui parlent de la réalité, puis on donne quelques outils là, par rapport à ça. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage, là, j'ai vu qu'il y avait des questions qu'on n'avait pas répondues. Vous pourrez aller chercher un peu plus d'informations à ce niveau-là. Moi, je pense que Geneviève a bien résumé notre mission, en fait. Donc, c'est juste de prendre en considération de la même façon qu'on le ferait pour toute autre particularité, quand on a quelqu'un qui est devant nous, qui est un étudiant athlète, ben, d'essayer de mettre notre lunette étudiant athlète quand on intervient avec pour justement avoir une pensée pour sa réalité puis ses préoccupations là, qui sont à la fois autant pour son sport que pour les études. Je vais laisser Sophie terminer. C'est tout un défi d'essayer de résumer ce qu'on veut, avec quoi on veut que les personnes retirent de notre atelier. Mais je pense que côté pratico-pratique, de présenter les ressources en santé mentale, puis d'oser les partager aux personnes étudiantes athlètes avec qui vous allez être amenés à travailler ou à côtoyer. Je pense que ça pourrait être super pour favoriser leur santé mentale. Il y a la station SME là, qui regroupe aussi un petit regroupement d'outils pour les personnes étudiantes athlètes précisément.
Il y a Sport Tête, qui est une ligne d'écoute et une documentation par rapport à la violence qui peut être vécue en contexte sportif. Fait que par rapport à ce que je parlais tantôt, ça peut être un bel endroit pour les référer. Il y a toutes les ressources des établissements postsecondaires là-dessus. Je pense que vous les connaissez probablement beaucoup mieux que moi. Comme ça a été nommé, les crèmes. Il y a la Fondation Aléo pour les personnes boursières qui pratiquent un haut niveau sportif. Même chose, Plan de match, qui est un réseau en fait là, de ressources de personnes en psychologie du sport, en fait, tous des professionnels là, pertinents par rapport aux athlètes. Puis pour les personnes intervenantes parmi vous qui sont intéressées, il y a les webinaires de l'Alliance par études sur la santé mentale des athlètes qui ont lieu à plusieurs reprises durant l'année. C'est toujours des sujets très pertinents, par exemple les blessures et le lien sur la santé mentale ou les difficultés par rapport à la retraite sportive. Donc, il y a différentes thématiques. C'est toujours très, très pertinent. Puis, ça donne des outils pour mieux accompagner les personnes étudiantes athlètes. Puis, on a aussi tout récemment élaboré avec Samuel Bélanger-Marceau et moi de l'OSME les ateliers Sportez-vous bien qui vont être lancés officiellement ce printemps. C'est des ateliers qui visent qui sont clés en main que les personnes intervenantes des établissements postsecondaires peuvent s'approprier puis animer avec les équipes sportives de leur établissement. L'idée, c'est d'enlever ce tabou-là sur la santé mentale, de faire connaître les services, de vous faire connaître dans les équipes pour ouvrir le dialogue sur la santé mentale, puis favoriser la recherche d'aide chez les personnes étudiantes athlètes. Puis finalement, bien, il y a les mêmes ressources sur la citation SME là, que pour les personnes étudiantes athlètes. Donc, je vous laisse ça là. Pour ce qui est des ateliers Sportez-vous bien, si vous êtes intéressé, ça va être annoncé là, dans le prochain webinaire de l'Alliance par études. On va pouvoir vous en parler davantage puis vous donner là, les informations nécessaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un plaisir là, de parler avec vous, puis j'espère que ça a été instructif pour vous, puis qu'on a pu mieux vous faire connaître là, cette population-là des étudiants athlètes postsecondaires. Donc, vous voyez à l'écran les médias sociaux là, de l'Alliance. Je conclurai peut-être comme on a terminé, on a dépassé l'heure. Donc, un grand merci là, au nom de l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur à nos quatre panélistes, donc Geneviève, Jacinthe, Sophie et Marianne, pour ta générosité qui a été notamment notée dans la zone de clavardage. Donc, d'ailleurs, plein de beaux remerciements là, à chacune d'entre vous. Donc, vous avez vu dans le clavardage un petit lien pour faire un sondage d'appréciation. Il vous sera aussi envoyé par courriel. Je vous rappelle que le webinaire a été enregistré puis qu'il sera rendu disponible là, avec les documents de présentation sur le site de l'ORES dans les prochains jours. Nous invitons aussi à suivre nos activités, nos contenus donc sur le site de l'ORES. Donc, vous repartez avec plusieurs ressources à consulter. Donc, je termine en vous disant un grand merci pour votre présence, votre intérêt envers les étudiants et les étudiantes athlètes et je vous souhaite une belle fin de journée.